Je reviens sur les enseignements des crises. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées, des changements qui ont été opérés suite à ces événements-là? L'expérience de la crise a montré qu'il fallait qu'on ait la capacité de pouvoir éviter la mise en faillite des banques. Dire que je veux le prix du kérosène à temps, c'est une spéculation. On essaye de prévoir l'avenir, mais c'est une spéculation au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on essaie justement de stabiliser ces attentes, etc. Quand tu empruntes, tu spécules sur le futur, tu spécules que tu seras toujours là pour rembourser. C'est cette confiance du déposant. Il doit pouvoir se dire que demain, il a accès à l'argent qu'il a déposé, qu'il peut réaliser des achats, etc. C'est ça qui est vital pour l'économie. Si ce système s'arrête, l'économie s'arrête. Bonjour à tous, bonjour Patrick, je suis très content de te recevoir pour un nouvel épisode d'Inside Banking, le podcast. Alors aujourd'hui un épisode exceptionnel parce que j'ai la chance de recevoir un membre de la Banque Centrale Européenne, la BCE, puisque tu es le représentant français au Conseil de surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Aujourd'hui on va parler donc de l'environnement bancaire, de la supervision bancaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les grandes banques françaises sont supervisées par la BCE, les banques qu'on connaît tous, comme BNP Paribas, Société Générale, ou encore Crédit Agricole. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie quand on parle également de risques au sein du système économique? Pour les auditeurs et les viewers qui regardent la presse, qui suivent ces sujets-là, ils voient souvent des sujets autour du risque systémique, des différents risques financiers, du risque de crédit, du risque de marché, bref, tout un tas de mots qu'on comprend pas forcément, on ne voit pas exactement qu'est-ce que ça veut dire opérationnellement. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser tous ces sujets, montrer les actions que font la Banque Centrale Européenne, montrer aussi comment ça fonctionne, parce que c'est pas d'un côté la Banque Centrale Européenne et de l'autre côté les banques qui combattent, c'est finalement un travail conjoint ensemble. Et c'est aussi quelque chose qui a monté en puissance ces 10-15 dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été engagés. La supervision bancaire a énormément évolué au niveau de l'Union européenne. Donc je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui d'en parler. C'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué dans le podcast, où j'ai reçu beaucoup de banquiers, mais on n'a pas encore évoqué ces sujets et on n'a pas eu aussi l'autre côté, si je puis dire, le côté supervision bancaire avec la vision finalement de place que vous avez. Si ce programme te convient, je te propose tout de suite une première question. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast? Bonjour à tous. Donc effectivement, Patrick Montagnier, 61 ans dans 2 jours. Bon anniversaire. Voilà, on avance. Alors effectivement, je suis depuis le 1er septembre 2024 et pour un mandat de 5 ans non renouvelable, un des représentants de la BCE au Conseil de supervision prudentielle. Je suppose qu'on expliquera un peu plus tard ce que c'est que ce Conseil de supervision. Je voulais juste tout de suite corriger, mais ça c'est le côté forcément superviseur. Je ne suis pas le représentant français. Il y a dans ce Conseil, chaque pays est représenté. Il y a un représentant français qui est le sous-gouverneur de la Banque de France. Moi, je suis quelqu'un qui justement a été pris et choisi avec 3 autres personnes pour être des gens indépendants et qui sont recrutés pour leur expérience antérieure. Je suis français, ça c'est très clair, mais je ne représente pas la France. Je représente la BCE. Et donc, avec un point de vue européen dans ce conseil de supervision, c'est juste la petite nuance que je souhaitais introduire tout de suite. Donc voilà, 61 ans. Avant la BCE, je suis quand même un produit Banque Centrale, ça je le cacherai pas. J'ai été engagé en février 88, j'avais passé le concours en septembre 86 par la Banque de France pour être un de ses cadres de direction. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le domaine de la supervision financière, celui des banques, mais aussi celui des assurances, de la protection des clientèles et de la lutte anti-blanchiment, puisque j'ai eu plusieurs rôles tout au long de ces, on va dire, 34 ans, puisque je suis entré dans la supervision en 92. Les 3-4 premières années, je les ai passées plutôt dans un monde de l'analyse financière des entreprises et à travailler sur un projet qui était un peu ce qu'était l'âge de pierre aux outils modernes pour l'intelligence artificielle, qui était un système expert. Déjà avec un moteur d'inférence, mais à l'époque, au-delà de 200-250 règles, les moteurs buguaient. Mais on rêvait déjà, je me souviens de conférences qu'on donnait en disant un jour, on sera capable d'imiter les réseaux neuronaux et ainsi de suite. Sauf que bien évidemment, mon premier PC, je me souviens, était pourtant assez puissant, il était censé être portable, il faisait 7 kilos. Donc aujourd'hui, dans mon iPhone, j'ai plus de puissance dans mon iPhone aujourd'hui que dans mes 7 kilos de l'époque en 88. Donc c'est un peu pour donner un peu la puissance qu'a donné les puces aussi, la révolution des puces et de la miniaturisation des puces. Donc voilà à grands traits un peu ce que j'ai fait et surtout j'ai été ce qui a aussi fait décoller en grande partie ma carrière, c'est la crise financière de 2008. Puisque j'ai été nommé directeur du contrôle des grandes banques internationales françaises et des établissements qui est étranger établi en France, juste au moment de la crise en 2008. Et donc j'ai été le directeur en charge des grandes banques
pendant toute la crise jusqu'au début 2012. Donc c'est là aussi que j'ai acquis une expérience assez unique, si je puis dire, de voir ce que c'est qu'une crise financière. Comment tu es arrivé dans cet environnement banque, finance? C'était quoi ton parcours? Est-ce que c'était une passion? Comment ça s'est passé? Tu nous as parlé un petit peu d'informatique. Qu'est-ce qui t'a fait arriver là-dedans? Alors en fait, d'abord, je suis provincial, pour commencer. En plus, orphelin de père assez jeune. Donc ma mère avait 3 enfants, enfin notre mère avait 3 enfants. Donc il était hors de question d'avoir des études à Paris. Donc ça, c'était important aussi dans l'équation financière. Donc j'ai fait mes études à Grenoble, à l'Institut d'études politiques. Je dois dire, je me suis décidé assez tardivement dans l'été. À l'époque, il n'y avait pas, hélas, Parcours Plus. Il fallait envoyer des dossiers de candidature par la poste, mais joindre des enveloppes réponses avec le nombre de timbres suffisant. On recevait ou pas la réponse, d'ailleurs. Je sais pas ce que devenaient les timbres. Bref, donc il fallait envoyer des enveloppes partout en France, dans toutes les universités dans lesquelles on pouvait vouloir rentrer, avec des dossiers de candidature qui étaient jamais les mêmes. Et donc j'ai fait Sciences Po à Grenoble, en service public, mais très vite je me suis aperçu que le droit public, même si j'ai beaucoup retravaillé le droit public ensuite, n'était pas ma passion absolue. Ce qui m'intéressait vraiment depuis toujours, c'est l'économie. Et notamment, moi j'ai été fasciné assez jeune notamment par un prof d'économie au lycée, par les crises bancaires, alors pas la grande crise des années 30, celle des crises du 19e siècle. L'Union Générale, et ainsi de suite. Enfin, aujourd'hui, c'est de l'histoire. Et donc, j'ai énormément travaillé là-dessus quand j'étais à Sciences Po Grenoble. En plus, c'était l'époque où la France modernisait son système financier, création, libéralisation du marché financier, création des certificats de dépôt, des bons du Trésor, dorénavant qui n'étaient plus sous la même forme qu'avant, dématérialisés, ainsi de suite. On les achetait plus individuellement. Et donc, j'ai un de mes profs qui m'a dit « Mais Patrick, vous devriez tenter la Banque de France. » Moi, Banque de France, objectivement, ça me disait rien. Donc, je me suis dit « Bof, le secteur public, pas trop. » J'avais quand même tenté 2 concours publics, la Caisse des dépôts et la Banque de France. J'ai eu les 2. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, essayons. Et après tout, ils font du contrôle bancaire. J'avais entendu parler de ce qu'ils appelaient à l'époque la commission bancaire. Et puis quand je suis rentré, on avait un amphi-garnison, il fallait choisir en fonction de son rang de classement. J'aurais pu partir à la commission bancaire, mais la présentation qui m'en a été faite m'a dit, ça me semble plus ennuyeux que je le pensais. Moi, c'était pas pour ça que je suis rentré. Et donc, je suis allé faire un truc amusant, qui était un projet un peu particulier. Je me suis dit, je connais pas du tout ça, je suis pas du tout informaticien. Et donc, qui était de revoir les règles de ce moteur d'inférence en analyse financière. Ça m'amusait, l'analyse financière. Et donc, c'était une expérience passionnante pendant 3-4 ans, avant quand même que je rejoigne ce pourquoi j'étais rentré. Ensuite, j'avais révisé mon jugement un peu trop hâtif. Il faut dire que 88, j'avais tout juste un peu plus de 22 ans, sur la commission bancaire. Et je me suis dit, c'est quand même ce que je vais faire. Et j'ai rejoint le contrôle bancaire par le contrôle sur place, par l'inspection sur place. C'est-à-dire des équipes qui se déplacent pendant plusieurs semaines dans la banque pour contrôler soit la banque en totalité quand elle est de taille petite ou moyenne, soit des bouts de la banque quand elle est beaucoup plus grosse. Très bien, tu as commencé à parler de la Banque de France, de l'ACPR, on a parlé de la BCE en introduction. Est-ce que déjà, pour commencer à rentrer dans le sujet de supervision, tu peux nous expliquer les rôles de chacun ? Comment ça fonctionne entre les deux? Et quand je suis une banque, comment je sais si finalement je suis supervisé par l'ACPR ou supervisé par la Banque Centrale Européenne? Alors tu as raison, l'ACPR aujourd'hui c'est le nom du superviseur du monde financier en France. Elle a succédé elle-même en 2010 à la commission bancaire et à la commission de contrôle des assurances. On a fusionné, on a rassemblé dans une même autorité qui s'appelle l'ACPR, la surveillance des banques et des assureurs. Ce qui s'est passé, c'est que tous les États d'ailleurs ont un superviseur, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Japon, enfin peu importe. Tout le monde en a un, pas toujours avec les deux rassemblés, assurance et banque, ça dépend les endroits. Et donc il est adossé à la Banque de France. Et ce qui s'est passé en 2014, après la grande crise donc de 2008-2012, il a été décidé de déplacer la supervision, non plus de la laisser au niveau national, mais de l'européaniser, notamment pour la zone euro. Les autres États n'étant pas obligés de rejoindre ce superviseur unique. Donc, on a créé la supervision, ce qui s'appelle le MSU, le mécanisme de supervision unique, Single Supervisory Mechanism en anglais, SSM, et donc de donner le pouvoir qui était auparavant appartenait aux autorités nationales, de donner à la BCE, avec tout de même une certaine séparation, c'est-à-dire que la BCE supervise les 110 plus gros groupes bancaires européens. Alors que les autres entités, en fonction d'un seuil de taille de bilan, 30 milliards, ou alors quand dans certains pays, il y a des petits pays, je ne sais pas, je dirais les pays de Malte ou Malte qui n'ont pas de banque à 30 milliards ou au-dessus, dans ces cas-là, c'est les 3 premières banques du pays. Donc, et ça reste au niveau national, avec une coordination par la BCE qui vérifie que on harmonise quand même au maximum la supervision de ces entités dites moins importantes.
Et tout le reste, bien évidemment, je parlais tout à l'heure de l'assurance, c'est resté au niveau national. La protection des clientèles, c'est toujours au niveau national, comme la lutte anti-blanchiment pour le moment. Très bien. Et donc là, on a commencé à aller sur la supervision. Est-ce qu'on peut faire un pas de recul et parler du rôle global de la Banque centrale européenne ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce que souvent, quand on entend parler de la Banque centrale européenne, c'est au titre de la politique monétaire. Quand on regarde, pareil, dans la presse, les évolutions des taux, les décisions qui peuvent être prises, avec tout un tas de commentaires des banques et des impacts très concrets dans la vie des gens. Et on l'a vu. Tu as parlé de crise financière. Il y a eu aussi une crise immobilière, par exemple, en France, où il y a eu des fortes variations de taux et on a vu des impacts extrêmement concrets. Donc ça, c'est un premier élément. Donc je serais intéressé de comprendre comment ça fonctionne entre cette politique monétaire qu'on connaît, qu'on entend, et puis la partie supervision bancaire qui est peut-être un petit peu moins connue du grand public. Oui, c'est vrai. Alors surtout que la presse, quand elle parle du superviseur bancaire, elle a tendance à dire le gendarme bancaire ou le gendarme des assurances. Voilà. Donc, et pas forcément citer l'institution. Alors, la plupart des banques centrales font la supervision bancaire. C'est le cas de la Fed aux États-Unis. C'est le cas, par exemple, de la Bundesbank, notre principal voisin, Banca d'Italia, Bank of Spain, la Banque centrale en Belgique, etc. Donc, traditionnellement, les banques centrales qui ont toujours été liées au monde de la monnaie et donc aux principal pourvoyeurs de monnaie puis de crédit, qui sont les banques, a toujours eu un rôle là-dedans. Et ce qui se passe, donc, quand on a créé un superviseur unique, il y a eu un choix qui a été de dire, comme le traité qui crée la BCE en 93 avait prévu dans un article qu'elle puisse un jour exercer la supervision bancaire, plutôt que de refaire un traité qui aurait exigé de nouveau une unanimité complète de tous les États membres de l'époque, on s'est dit en 2014, utilisons cet article et donnons la supervision bancaire à la BCE, puisque c'était prévu par le traité BCE, mais ça ne s'applique en revanche qu'aux membres de la zone euro qui, eux, adhèrent à la BCE et pas aux autres. Donc les autres membres de l'Union européenne, il en reste 6 aujourd'hui qui ne sont pas membres de la zone euro. Le dernier qui a rejoint la zone euro, c'est la Bulgarie au 1er janvier 2026. Donc les 21 membres de la zone euro aujourd'hui ont tous leur supervision bancaire exercée par la BCE, qui servent par ailleurs son rôle traditionnel de politique monétaire, celle qu'on entend beaucoup, la présidente Lagarde, ainsi de suite. Et pour bien différencier les rôles, c'est là qu'en 2014, on a créé un deuxième board, un deuxième conseil, on va dire, dédié à la supervision. C'est celui dans lequel je siège, qui est très différent du board monétaire, dans lequel la présidente Lagarde ne siège pas. Il siège une présidente, c'est-à-dire que la BCE a 6 membres dans ce conseil. Le président ou la présidente, aujourd'hui c'est une présidente, une Allemande, Claudia Bourg. Un vice-président, qui est aujourd'hui un Néerlandais, Frank Elderson, et 4 membres choisis pour leur expérience antérieure, dont moi-même, mais j'ai aussi 3 collègues qui ont des expériences différentes de la mienne, qui viennent d'autres pays. Et tu as les 21 membres nationaux, donc il y a un membre français, un membre allemand, un membre belge, un membre balte, enfin un membre lituanien, de Lettonie, ainsi de suite. Enfin bon, tous les 21 sont représentés. Ok. Un peu auparavant, tu as parlé de mécanisme de supervision unique. On parle aussi de mécanisme de résolution unique. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la différence entre les deux ? Parce que souvent, et d'ailleurs, j'en profite, c'est parfois une critique qu'il peut y avoir envers des institutions européennes dont la BCE, c'est que ça peut paraître un peu compliqué de l'extérieur. Donc, c'est justement pour ça qu'on fait cet épisode aujourd'hui, pour pouvoir expliquer. Donc, c'est quoi la différence entre ce fameux MSU et le MRU ? C'est un peu comme le film de Jacques Demy, nous sommes des sœurs jumelles. Nés sous le signe des Gémeaux. En même temps que t'es créé le MSU, donc ce mécanisme de supervision, l'expérience de la crise a montré qu'il fallait qu'on ait la capacité de pouvoir éviter la mise en faillite des banques. Donc, la supervision, ça sert à éviter justement que les banques se dirigent vers une faillite, c'est-à-dire qu'elles soient gérées correctement, de façon prudente. C'est pour ça qu'on parle de superviseur prudentiel, c'est la gestion prudente des établissements, mais parfois, malgré tout, si l'établissement a pris trop de risques, il court le risque de faire faillite. Et donc, dans ces cas-là, on voit bien, quand une entreprise fait faillite, elle va au tribunal de commerce, redressement judiciaire, c'est très très long. On peut pas faire ça avec une banque, tout simplement parce que dans une banque, il y a quelque chose qui s'en va tout de suite. Si tu dis aux gens que la banque pourrait faire faillite, c'est les dépôts. Et donc, la première chose, c'est le run. C'est ce qu'on appelle donc une crise bancaire, c'est le run. Les gens se précipitent sur leurs dépôts, retirent les fonds. Et juste là-dessus, je fais une aparté, mais ça peut paraître théorique, mais ça ne l'est pas du tout. Et on l'a vu récemment en 2023, par exemple, aux États-Unis, il y a eu des runs bancaires. Non, le run, c'est immédiat. C'est prends ton pognon et tire-toi, en français dans le texte. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, cette idée, c'est de dire qu'il faut un organisme qui soit doté aussi d'un fonds. Donc, il a aujourd'hui, je crois, presque 80 milliards d'euros de fonds, qui puisse intervenir rapidement dès lors qu'il estime que la faillite de cette banque pose un risque pour l'économie européenne.
Si ça n'a pas de risque, il peut laisser ça aux États nationaux de se débrouiller avec la faillite de la banque en question et au fonds de garantie des dépôts nationaux. Mais s'il estime que ça pose un problème de stabilité pour l'économie européenne, il peut intervenir en urgence. Et dans ces cas-là, effectivement, ça évite cette période très longue du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire, etc. Puisque là, il faut que les déposants soient rassurés, qu'on puisse leur dire, vous pouvez laisser votre argent. Et on l'a vu en 2008, on a une différence d'âge, à peu près 30 ans si j'évalue à vue d'œil. Mais j'ai 31 ans. Voilà, moi j'en ai 61, donc c'est 30 pile. Et donc, si tu veux, en 2008, je me souviens, à la télé, les gens voyaient des files de Britanniques devant d'une banque que personne ne connaissait, qui était vraiment totalement une banque purement anglaise, qui était inconnue dans le reste de l'Europe, mais voyaient les gens faire la queue devant une agence. Ça avait stressé tout le monde en Europe continentale. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de faire la queue devant une agence, puisque aujourd'hui, avec un iPhone, on peut déplacer une partie de son argent facilement. Il n'y a plus besoin non plus de se déplacer dans une agence. Donc, il faut pouvoir aller vite. Donc, la résolution, c'est ça. C'est une institution sœur qui est logée à Bruxelles, qui est aussi, mais ça, c'est les hasards aujourd'hui, dirigée par un Français, Dominique Labourex, qui est d'ailleurs la même histoire à peu près que moi, qui vient aussi de la CPR. On a été recruté la même année, en 88, par la Banque de France. Mais c'est juste un hasard temporel, aussi un problème de génération, sans doute. Les Français sont bien représentés. Pour le moment, oui, mais c'est un problème de génération aussi. Et puis, lui aussi a eu cette expérience extrêmement importante d'avoir vu la crise de très près entre 2008 et 2012, voilà. Alors justement, en parlant de crise, tu as dit que c'est une période qui t'a marqué, on le comprend tout à fait, parce que tu étais à l'intérieur du réacteur. C'est quoi les enseignements que tu en tires, que ce soit à titre personnel, mais aussi sur le secteur et tout ce qui s'est passé depuis? Alors, je donne un cours par an et un seul. Je suis pas un pédagogue dans l'âme, mais je donne un cours par an et un seul. Et je prends un article d'un grand journal économique français qui date de juin 2010, qui dit « Les banques n'ont jamais été aussi solides et aussi liquides qu'aujourd'hui ». 18 mois plus tard, patatras, tout s'écroule, on manque de liquidité, on voit que la solvabilité n'est pas bonne, c'est-à-dire la solidité en capital des banques n'est pas bonne, qu'il y a beaucoup de pertes qui se révèlent, ainsi de suite. Donc déjà, ne jamais succomber à l'optimisme. Alors, c'est un peu le biais des superviseurs prudentiels. Ils sont prudents, donc ils sont jamais suroptimistes. Et ne jamais penser que parce que ça va bien, qu'il n'y a pas des risques qui peuvent se matérialiser brutalement. Voilà. La deuxième leçon, c'est que si chacun réagit de son côté, c'est la catastrophe. Parce que la fragmentation, la réaction nationale, voire nationaliste, aboutit à aggraver la crise. Et on l'a vu en Europe, où chacun des États a réagi en ordre dispersé, avec un manque de coordination, ce qui fait que par rapport aux États-Unis, par exemple, où la réaction a été unifiée par définition, le redressement du secteur bancaire a été beaucoup plus long dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Parce que ça a mis beaucoup plus d'années, qu'il a fallu purger tout ce qui avait été mal fait entre 2008 et 2012 par chacun des États, surtout dans les banques qui avaient les plus de difficultés. Et la troisième, c'est qu'il faut pouvoir avoir une vision aussi de comparaison, qu'il faut pouvoir aussi réagir, la résolution, etc., de manière à redonner confiance. Ce qui se perd le plus vite dans le secteur bancaire, c'est la confiance. Il y a des dépôts, et tout le monde comprend qu'ils sont à très court terme, chacun peut retirer ses dépôts. Et en revanche, quand on te fait un crédit, par définition, tu es un jeune ménage, tu vas peut-être vouloir emprunter pour acheter un appartement. Ton appartement, tu vas emprunter sur 15, 20, 25 ans. Et ça, tu ne le rembourseras pas du jour au lendemain. Ça va être très long. Même si tu le revends dans 10 ans, pendant 10 ans, tu vas payer des échéances, etc. Et donc, alors que tes dépôts, tu peux les bouger. Donc, c'est cette différence entre ce que les banques prêtent, qui est immobilisé, pendant des durées plus ou moins longues, même après consommation, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, et puis ce qu'elles reçoivent, qui sont plutôt à court terme. Et on sait que cette transformation, c'est le mot officiel, eh bien, ça recèle un danger en soi, et dont il faut vérifier en permanence qu'elles ont quand même la capacité de faire face à un minimum de retrait, de paiement, parce que tu vas débourser, par exemple, ton crédit, tu as acheté ton bien, mais tu vas le débourser, c'est dans une autre banque que ton vendeur, lui, est situé. Et puis inversement, etc., tu vas alimenter par tes dépôts, puis d'autres clients que toi, et ainsi de suite. Donc il faut que ce système fonctionne, qu'il soit suffisamment liquide pour qu'en permanence, la banque ne soit jamais à dire, je suis désolé, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous payer. Et puis inversement, il faut qu'elle soit suffisamment solide, c'est-à-dire que le crédit qu'elle t'a accordé, elle a quand même fait attention
que tu as un revenu, que il paraît suffisamment solide et stable dans la durée, et que tu rembourseras. Alors, ça n'exclut pas les accidents. Je te souhaite pas le plus grand malheur, mais demain, tu peux effectivement avoir un accident grave et puis être en mesure d'avoir des revenus. Donc, ça arrive tous les jours, c'est normal. Alors, il y a des assurances pour ça, mais partiellement, ainsi de suite. Bon, bref. Et puis, tout simplement, quand tu es dans une entreprise, tu peux faire faillite, ça arrive, ou tu peux te retrouver au chômage. Et donc, tout ceci fait qu'il y a toujours des risques, il y a toujours des pertes dans un crédit, mais le but de la supervision, c'est de vérifier que la banque mesure le risque avant de le prendre, qu'elle le mesure tout le long de la vie, et que si jamais ce risque se matérialise, que tu peux plus rembourser, qu'elle le détecte très vite et qu'elle puisse passer la perte progressivement si besoin est. De manière à ce qu'on ne découvre pas trop tard qu'en fait, elle a accumulé un paquet de pertes qu'elle n'a pas déclaré et que brutalement, tout ça s'affaisse alors qu'on pensait qu'elle était solide. Donc, c'est un peu notre rôle, c'est de vérifier tout ça, la solidité du système, est-ce qu'ils font attention à qui ils accordent des crédits, quel type de risque ils prennent, est-ce qu'ils le surveillent tout le long de la vie, et puis en cas de problème, est-ce qu'ils savent le couvrir. Très bien. Alors, avant qu'on rentre justement dans les méthodes de supervision, donc on va parler par exemple d'inspection sur site, de contrôle sur place, ce genre de choses. Je te propose une première section un petit peu challengeante, qui est la section Speed Questions. Donc, je vais te poser des questions courtes et tu vas tenter de me répondre de manière courte. On va tester ta capacité de synthèse. Est-ce que tu es prêt à jouer le jeu ? Oui. Alors, c'est bien évidemment, le superviseur aime bien les phrases longues, déliées, bien explicatives, bien analytiques. Je vais tenter d'être hyper synthétique. On va voir ça. Première question. Quel est le principal risque aujourd'hui pour les banques européennes ? Je pense que c'est un excès d'optimisme sur la situation et on le voit avec les résultats du premier trimestre, on voit que brutalement, la conjoncture peut se dégrader et qu'en fait, on commence à avoir les marques de risque qui, du coup, commencent à peser. C'est pas encore très grave, mais on voit tout de suite que dès qu'on est un peu trop optimiste, brutalement, la réalité peut revenir. Est-ce qu'on va vers davantage de consolidation bancaire en Europe ? Probablement, il y a d'ailleurs une consolidation, il y a quelques établissements en cours de rachat. Probablement parce qu'aujourd'hui, être une banque, c'est beaucoup d'informatique. Et donc, c'est des coûts énormes d'investissement. La réglementation européenne est-elle suffisamment harmonisée ? C'est souvent une critique qui peut y avoir. On peut dire qu'il y a des différences locales sur la manière dont tout ça est décliné, notamment pour les directives. On peut faire mieux. Vous allez faire mieux, là. On doit faire mieux. Enfin, c'est le législateur. La BCE n'est pas le législateur. Il y a un législateur européen pour ça, mais on doit faire mieux, on peut encore progresser. Le système bancaire européen est-il aujourd'hui solide ? Oui. Le modèle de banque universelle à la française, est-ce un modèle d'avenir ? C'est pas un modèle unique. C'est un des modèles. Et ce qu'il faut, c'est une variété de modèles d'activité. Ça, c'est important. De taille et de modèles d'activité. C'est très important. Il faut que tout le monde n'ait pas le même modèle, n'ait pas le même comportement. L'usage massif dès à présent, et on voit où il y a une forte croissance de nouvelles technologies, en particulier l'IA, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le secteur parce que ça va permettre de mieux gérer les risques, ou est-ce que c'est intrinsèquement un nouveau facteur de risque ? C'est juste une réalité. C'est un nouvel outil. C'est aussi, ça accroît les faiblesses, mais potentiellement, mais ça peut au contraire les renforcer. C'est juste un nouvel outil. C'est à utiliser correctement. Dernière question, comment est-ce que tu caractériserais la relation entre le superviseur bancaire et les banques sous sa supervision ? Une dynamique de relation avec parfois des désaccords et qu'on essaye de comprendre avant de trouver le moyen de venir à ce que souhaite le superviseur pour avoir des banques plus solides. J'aime bien cette réponse, ça permet de faire la transition avec le prochain thème justement qui est de rentrer dans le détail. Donc là, tu as présenté le rôle de la Banque Centrale Européenne. Donc, on a vu la partie monétaire, la partie supervision. Tu as expliqué la différence entre le MSU et le MRU. Maintenant, j'aimerais bien rentrer sur le comment. C'est-à-dire que, OK, on a compris, la Banque Centrale Européenne a un mandat pour superviser les grandes banques, donc notamment en France, les groupes comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel, etc. Ça veut dire quoi en termes opérationnels ? On parle souvent de mission sur site, on-site inspection. C'est quoi les méthodes avec lesquelles la Banque Centrale Européenne va venir effectivement réaliser cette mission ? Alors d'abord, il faut bien comprendre que la Banque Centrale Européenne est celle qui prend les décisions, et notamment dans son instance ultime qui est ce conseil auquel je siège. Mais il y a un travail de préparation effectivement en amont, puisque moi je ne vois que les dossiers quand on siège au conseil que lorsqu'ils sont, si je puis dire, dans leur état quasi final. On peut avoir des séances d'orientation pour les équipes, mais voilà. Et en fait, c'est un système qui n'est pas que à la BCE. Le système qui a été monté, c'est un système qui, en fait, respecte le principe européen de subsidiarité, c'est-à-dire que la BCE, c'est environ un peu plus d'1 millier d'agents à Francfort, mais on a à peu près 2 tiers des effectifs de supervision qui sont dans les autorités nationales. Et ensemble,
Par exemple, pour la supervision d'une grande banque comme BNP Paribas, comme Deutsche Bank, comme Intesa en Italie, il y a des équipes conjointes de supervision. Le fameux JST. Voilà, Joint Supervisory Team en français dans le texte, qui donc travaille à la fois à Francfort mais dans les pays. Et l'équipe de supervision d'une grande banque française, si elle a des filiales ailleurs en Europe, elle n'est pas composée que de la BCE à Francfort et de Français ici à Paris à la CPR. Elle est aussi, par exemple, si on prenait BNP Paribas tout à l'heure ou le Crédit Agricole, ils ont des filiales en Italie. Elle est aussi composée d'Italiens, mais s'ils ont des filiales en Allemagne ou des entités ailleurs, en Belgique, par exemple pour BNP ou pour le Crédit Agricole de nouveau, ou la Générale dans d'autres États, c'est l'ensemble des États contribuent à la JST dès lors que la banque est présente dans leur territoire. Donc, ça fait des équipes multinationales, enfin multi-européennes en tout état de cause. Et donc, ça, c'est le premier point. Et ces JST, ce qu'elles font, c'est le travail du quotidien. C'est ce qu'on appelle la supervision, un peu le contrôle permanent. C'est une interaction. D'abord, elles reçoivent beaucoup d'informations des banques. Il y a des reportings. Il y a énormément d'informations collectées. Donc, nos outils essayent de les analyser au mieux. Mais il y a toujours besoin d'un cerveau humain à un moment donné pour donner une valeur ajoutée, cette analyse. Et cette analyse, elle se concentre notamment dans ce qu'on appelle le SREP, c'est-à-dire c'est l'évaluation annuelle des risques, dans lequel on synthétise sur plusieurs types de risques, liquidité, management des risques, gouvernance interne, solvabilité, etc. On essaye de synthétiser l'appréciation qu'on a sur chaque grand module pour donner une appréciation globale de la banque, qui sert à la fois au dialogue une fois par an pour synthétiser les travaux qu'on a fait dans l'année écoulée, mais aussi pour orienter les travaux à venir de l'année à venir. Et alors, bien évidemment, ce JST, il ne fait pas que recevoir des données, les analyser et les restituer. Il a aussi des interactions quasi quotidiennes pour les grandes banques, moins quand les banques sont plus petites. Parce que j'ai dit qu'on avait des États quand même où la plus grande banque locale semblerait petite pour une économie comme la France, mais il y a quand même beaucoup d'interactions, d'entretiens, de questions pour mieux comprendre parfois ce que donne le reporting, les chiffres. C'est vraiment une interaction permanente. La JST, c'est vraiment le point de contact. Mais bien évidemment, il nous faut aussi pouvoir avoir des gens qui font de l'analyse plus en détail d'un point spécifique. C'est-à-dire, on peut aller contrôler un portefeuille spécifique sur le crédit au PME dans tel établissement. Et là, on envoie des équipes sur place. On peut aussi vouloir un peu plus à distance, mais entre ni sur place, ni vraiment complètement à distance, faire des analyses transversales sur une série de banques pour regarder justement, on peut reprendre le crédit consommation, par exemple, dans plusieurs pays, comment ça marche. Voilà. Établissements. Le benchmark ne veut pas dire qu'on veut que tout le monde ait le même comportement, c'est juste pour essayer de comparer, de se donner des points d'analyse. Et puis aussi, on a des gens qui réfléchissent tout simplement à l'analyse globale et macro des risques, parce qu'il faut se poser la question, comment va l'économie mondiale ? D'abord, là, l'économie européenne, puis aussi comment l'économie mondiale. Alors, il y a des gens à la BCE ou dans les banques centrales nationales dont c'est le métier, mais nous, on le récupère pour essayer de voir la conséquence pour le secteur bancaire. Très bien. Alors, tu as parlé d'outils. Moi, ça m'intéresse. Alors, pour ne rien te cacher, moi, je travaille, j'ai une casquette de consultant, donc je travaille avec les banques et j'ai pu avoir des missions sur des sujets réglementaires, que ce soit avec la CPR ou la Banque Centrale Européenne. C'est vrai qu'il y a souvent la question où on se dit, on prépare tout un tas de choses, il y a des échanges, on envoie effectivement des reportings, comme tu l'as évoqué, mais on ne sait pas derrière ce qui se passe ou comment c'est analysé. Alors, tu ne vas pas nous révéler des grands secrets, évidemment, mais concrètement, comment ça marche quand vous recevez ces choses-là, en termes d'outillage, comment c'est analysé ? Il y a un énorme appareillage informatique et statistique derrière tout ça. D'abord, il faut vérifier, il y a des points de contrôle pour vérifier que les données qui nous sont transmises sont cohérentes. Je ne dis pas qu'elles sont exactes, parce que ça, c'est un peu notre rôle après, mais au moins qu'elles sont cohérentes entre elles. Donc, il y a des points de contrôle déjà automatisés dans nos systèmes informatiques qui ensuite retournent vers l'expéditeur en disant « je suis désolé, mais là, il y a une incohérence qu'on ne comprend pas », ça peut arriver, ça arrive encore. Et puis ensuite, on a des outils d'analyse qui permettent d'extraire les informations, de rassembler dans un certain nombre de tableaux, de sortes de tableaux de synthèse, de tableaux de bord un peu. Et puis aujourd'hui, alors c'est là tout à l'heure tu parlais d'intelligence artificielle pour les banques, mais les superviseurs eux aussi réfléchissent à l'adoption. Alors on peut parler effectivement big data, data mining, etc., puisqu'on est confronté à une masse de données énorme. Donc il faut qu'on réfléchisse à la meilleure façon d'exploiter encore mieux nos données, parce qu'on en reçoit beaucoup.
Bonne base de travail pour l'IA, ça. Vous avez beaucoup voilà. beaucoup et donc, de choses à lui donner. mais avec l'IA aussi, on tente de faire autre chose. On tente aussi d'analyser des rapports narratifs, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de rapports narratifs, c'est-à-dire écrits, avec une narration. Donc, on tente aussi d'exploiter ces rapports narratifs. Donc, on essaye aujourd'hui d'augmenter, si je puis dire, c'est un peu le superviseur augmenté, d'augmenter les capacités de réflexion de nos superviseurs, non pas de les remplacer, mais les augmenter, en essayant de les débarrasser de tout un tas d'analyses qui peuvent être fastidieuses, qui pouvaient l'être jusqu'à présent, en essayant d'automatiser et de leur donner aussi des outils qui leur permettent d'inventer eux-mêmes des requêtes s'ils le souhaitent, en plus de celles qu'on leur propose d'office. Parce que l'idée, c'est quand même d'organiser au maximum de choses, mais ensuite, ils peuvent aller interroger aussi un certain nombre de choses. Et en termes de sujets que tu as évoqué, tu as pris un exemple de crédit au PME. Moi, je me demandais aussi comment, évidemment, c'est pas fait au hasard, comment on détermine qu'on va faire une campagne de supervision sur ce sujet-là, dans quel timing et auprès de quel établissement? Parce qu'on peut se dire, il y a beaucoup d'établissements à superviser dans différents pays. Chacun a ses spécificités, n'a pas les mêmes actualités économiques, les mêmes spécificités locales. Donc, comment vous déterminez un programme de supervision cohérent par établissement ou par pays? Alors ça nous prend beaucoup de temps. La cohérence. En fait, ce qui se passe, c'est que, donc je le disais tout à l'heure, il y a 1000 personnes à peu près à Francfort, un peu plus. Je tiens pas le décompte exact. Il y en a 2 fois plus dans les autorités nationales. Et donc, l'analyse du programme de contrôle annuel, elle est basée sur 2 choses. D'abord, il y a tout ce qui nous remonte sur chacune des JST, ces équipes conjointes, les 110. Donc, je parlais du groupe Crédit Agricole, mais le groupe Crédit Agricole, c'est plusieurs dizaines de banques. Il y a 39 caisses régionales, il y a LCL, il y a Crédit Agricole Consumer Finance, plus ses filiales à l'étranger, plus d'autres en France, etc., etc. Alors que certaines fois, une JST, c'est une seule banque dans un seul État. Donc, on a des tailles très différentes, on a des modèles d'activité très différents, des business models en français, là encore. Désolé pour parfois les franglicismes. Donc, on a des choses comme ça, des modèles d'activité différents. Et puis aussi, on a nos analyses un peu plus venant du haut, se dire quels sont les sujets sur le plan économique qui nous intéressent aujourd'hui. Par exemple, le crédit consommation ou même le crédit immobilier, mais le crédit consommation est très fortement lié aux courbes de chômage. Donc, si on voit une inflexion dans les courbes de chômage, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on voit une inflexion du risque dans les banques? Est-ce que le coût du risque augmente? Mais ça peut être dans certains secteurs particuliers. On peut avoir des problèmes dans certains secteurs d'activité dans les entreprises. On s'est posé des questions sur les financements structurés ou les effets avec effet de levier. Parce que quand on voit monter brutalement des dizaines de milliards de crédits sur des financements structurés à des très grosses entreprises ou à des très gros projets, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une bulle qui est en train de se créer? Donc, il y a des choses comme ça. On mixe à la fois l'information individuelle et l'information un peu macroéconomique ou macro-financière pour le secteur bancaire pour déterminer des axes d'enquête et pour certains établissements ou pour d'autres, ou certains c'est juste, si je puis dire, un peu de routine parce qu'on se dit, voilà, il n'y a rien de particulier, mais on va quand même aller vérifier 2-3 points. C'est donc un mélange des deux. Parce que j'imagine qu'il y a un enjeu d'équité dans le traitement des différents établissements, mais donc ça veut dire que typiquement pour 2 banques françaises sur la même année, il n'y aura pas exactement le même programme de supervision, de par leur spécificité par activité, typiquement. Je ne parlerai pas d'équité. L'équité, c'est plutôt dans le fait que on applique les mêmes règles pour tout le monde. Bien évidemment, en les proportionnant à la taille, parce que on n'aborde pas la même chose une banque qui fait 2 milliards de total de bilan qu'une banque qui en fait 2000 milliards. Parce que c'est grosso modo ça l'intervalle. Donc, premier point. Donc ça, c'est en revanche, on leur dit, on vous applique le même type de traitement. En revanche, en proportionnant, parce qu'on ne peut pas aller épuiser une banque de 2 milliards total de bilan en envoyant 20 personnes, c'est pas possible. Donc voilà, alors que la taille du JST de BNP Paribas, c'est plusieurs dizaines de personnes. Donc, premier point. Le deuxième, c'est que, en revanche, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une vision suffisante de l'ensemble des 110 établissements ou des 110 groupes, parce que c'est la promesse que l'on doit d'abord aux gens qui nous ont mandatés, qui est le Parlement européen et les États membres, parce que je rappelle que les directives européennes, c'est pas quelque chose qui est bricolé à Bruxelles, c'est quelque chose qui est proposé par la Commission européenne à la demande des États membres, donc des États, qui est ensuite discuté par les États membres qui sont l'un des 2 co-législateurs, avec le Parlement européen qui est l'autre co-législateur, et décidé et voté in fine. Et donc on doit ceci au Parlement européen et aux États membres de leur dire, le système bancaire, on continue de le surveiller, il est sain, et quand on a des problèmes, on sait les traiter. Premier point. Et puis, la deuxième promesse que l'on délivre, c'est vis-à-vis c'est encore plus vital pour nous, c'est celle vis-à-vis des particuliers, des déposants, enfin particuliers entreprises, c'est de dire, votre argent, il est en lieu sûr. On surveille que vous pourrez le récupérer. Là, tu es en train de me sourire en face de moi parce que tu te dis que quand tu vas les tirer tout à l'heure, si tu vas tirer ou 100 balles, 100 euros au distributeur ou si tu vas
payer ton café, on te rejettera pas en disant « je suis désolé, mais la banque ne répond plus ». Très pas l'eau. Voilà. Mais c'est la promesse que l'on doit. Elle est quand même importante et je crois qu'elle motive beaucoup les agents qui travaillent pour le contrôle prudentiel. C'est la promesse que l'on doit parce qu'elle est concrète, celle-ci. C'est pas seulement des chiffres, des programmes d'enquête, etc. C'est la promesse que l'on doit. C'est vos dépôts, ils sont en sécurité, que je sois patron de PME, que je sois un très grand groupe avec plusieurs banques, avec des opérations internationales ou que je sois un particulier. C'est la promesse que l'on doit aux gens. Et justement, tu parlais donc de risque. J'aimerais bien, on a commencé à t'évoquer du risque de crédit, on n'a pas encore parlé de risque de marché, mais j'aimerais bien que tu nous dresses un panorama assez simple, avec des mots simples de c'est quoi les principaux risques. On parle souvent de risque de crédit, risque opérationnel, risque de marché. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Le risque de crédit, c'est la chose que tout le monde comprend très simplement. Vous obtenez un crédit, est-ce que vous allez le rembourser ? Donc, on sait toujours qu'il y a des crédits qui ne seront pas remboursés pour différentes raisons. Je disais tout à l'heure, la faillite, le chômage, tout un tas de choses. Voilà. Alors, ce risque de crédit, bien évidemment, il est différent suivant que c'est du crédit consommation, du crédit immobilier, du crédit à une PME, à un professionnel, à une très grande banque, à une très grande entreprise. Ça peut être aussi parfois, d'ailleurs, des crédits interbancaires. Bref, il y a tout un système. Donc, c'est le risque de ne pas être remboursé. C'est ça, le risque de crédit. Le deuxième sujet, c'est les risques de marché. Alors là, c'est compliqué parce que les activités de marché sont mal perçues, mal connues. Aujourd'hui, par exemple, on dit beaucoup, là, les compagnies aériennes, certaines se sont couvertes, se sont protégées contre la hausse du prix du kérosène ou contre la hausse du dollar, par exemple, parce que le kérosène s'achète en dollars et en plus, il a un prix qui évolue en dollars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, elles sont allées trouver une banque, ces compagnies aériennes qui se sont protégées, en leur disant « j'ai un problème, moi, une grande partie de mes coûts, si je veux pouvoir avoir un compte de résultat à la fin de l'année à l'équilibre, j'ai besoin que ce coût ne dépasse pas X dollars pour le kérosène que j'achète. Il me faut une protection. » Cette protection, les banques vont lui fournir, c'est pas gratuit. Bien évidemment, c'est un service. Ah non, mais c'est normal, c'est un service. Mais bien évidemment, elles vont lui permettre de continuer à acheter à ce prix fixé par avance avec la banque, quel que soit le prix réel. Ce qui veut dire que la banque elle-même va trouver des moyens vis-à-vis d'autres acteurs du marché d'avoir aussi une contrepartie qui, elle, a un problème inverse. Et donc, les banques font cet intermédiaire. C'est un intermédiaire, les banques. C'est essentiellement un rôle d'intermédiaire. Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de la transformation, mais les banques intermédient en permanence les acteurs. Et c'est pas de la spéculation, parce que dire que je veux le prix du kérosène à temps, c'est une spéculation. On essaie de prévoir l'avenir. Mais c'est une spéculation au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on essaie justement de stabiliser ces attentes, etc. Quand tu empruntes, tu spécules sur le futur. Tu spécules que tu seras toujours là pour rembourser. Mais c'est ça. Et donc, ça, c'est les risques de marché. Alors, ça peut être pour ça peut être pour le risque de devise, le risque de change. On ne veut pas que la devise dans laquelle on facture ou dans laquelle on est facturé s'envole trop ou au contraire diminue trop. Et donc, il y a tout un tas d'activités comme ça. On a aussi des risques qui sont propres à le fait de conduire une activité, un risque opérationnel. Quand on est une très grande banque avec des millions de clients ou qu'on soit une petite banque avec juste 20 ou 30 000 clients ou 100 000 clients, de toute façon, on peut générer des erreurs. Le fameux fat finger, par exemple. Voilà. On peut générer des erreurs et puis l'informatique elle-même génère des risques additionnels parce que si elle se bloque, qu'est-ce que je dis à mes clients si d'un seul coup tous mes systèmes sont en panne ? Donc il faut des systèmes de backup, de récupération. Donc on insiste beaucoup sur la continuité d'activité. Et puis avec l'informatique, on a découvert que non seulement c'était le royaume de l'erreur potentielle, mais c'est aussi le royaume de la fraude avec des attaques venant de l'extérieur. Donc il faut se protéger. Donc c'est de plus en plus cher. Une informatique efficace qui ne tombe pas en panne ou quand il tombe en panne, le client ne le voit pas parce qu'il y a tout de suite un système de secours. Une informatique qui protège du hacking par des acteurs malveillants, c'est aussi quelque chose, un coût pour que le client, lui, ne voit pas le problème arriver, que les banques le traitent en amont. Tout ceci, c'est du risque opérationnel, plus le risque d'erreur humaine, tout simplement, qu'on adresse mal la chose au mauvais moment, ou qu'on oublie de faire signer un contrat, ou que sais-je. Alors très bien, j'aimerais bien qu'on parle maintenant du futur de la supervision, qu'on essaie de se projeter sur les nouveaux sujets. On a déjà commencé à parler d'intelligence artificielle, alors c'est vraiment le sujet à la mode. Et d'ailleurs, je renvoie à un épisode récent que j'ai tourné avec Marc Camus, qui est le directeur de l'informatique de BNP Paribas, où on a justement creusé ce sujet chez BNP Paribas. C'est quoi la vision de la Banque Centrale Européenne là-dessus ? Parce qu'il y a eu différents règlements ou directives qui ont été mis en place. Donc il y a le règlement sur l'IA, alors la BCE n'est pas superviseur direct de ce règlement en l'occurrence. Il y a le règlement autour de la crypto qui est MiCA, il y a le règlement DORA sur la cybersécurité. Bref, il y a une espèce de maquis réglementaire qui a été mis en place et qui continue à se mettre en place de manière progressive. Comment la Banque Centrale Européenne mène des actions sur ces sujets-là ?
Alors, je vais parler encore une fois de la Banque centrale européenne sur la partie supervision. Je ne parle pas de la partie Banque centrale pure, qui a d'autres sujets sur la tokenisation de l'activité économique. Alors, d'abord, les tokens, les cryptoactifs. C'est un sujet de protection de l'investisseur en partie, donc c'est plutôt dans les autorités de marché qui sont compétentes pour la protection de l'investisseur. Je crois qu'il y a un scandale en cours actuellement en Pologne qui montre que cette protection n'est pas toujours facile. Donc il y a un sujet là. Il y a un sujet ensuite qui est les cryptoactifs et les banques. Comment les banques peuvent-elles utiliser elles-mêmes les cryptoactifs, éventuellement en détenir, on voit de plus en plus de banques ou lancent ouvrir leurs des offres. comptes ou de détenir des comptes en crypto actifs. Quel type de cryptoactif? Est-ce que c'est du stablecoin, donc qui est lié avec une monnaie? L'essentiel est en USD aujourd'hui, en dollars américains, pardon. Je fais juste une aparté là-dessus, mais il y a typiquement le groupe BPCE qui a annoncé le lancement de son offre, là, alors pas en stablecoin, mais d'achat pour le compte de ses clients dans l'application de cryptoactifs. Pour l'instant, d'autres banques françaises n'ont pas fait ce type d'annonce, mais il y a des positionnements sur de la conservation en crypto, par exemple par Crédit Agricole, donc en l'occurrence KCIS. Il y a des enjeux autour de la tokenisation de fonds chez BNP Paribas. Bref, tous ces acteurs-là travaillent la Société au sens large Générale sur a la blockchain. annoncé, elle, qu'elle se lançait dans le stablecoin en euros. BNP a annoncé qu'elle faisait partie d'une alliance de banques au niveau international et européen pour émettre à plusieurs, etc. Donc nous, ce que l'on sait, c'est que c'est possible. Ça génère des risques additionnels, donc il faut qu'elle les maîtrise. Ça veut dire aussi une informatique différente, parce que c'est l'informatique dédiée à la blockchain, c'est une informatique différente, c'est des coûts, c'est un business model qui va avec, c'est aussi une sécurité à apporter aux clients si les banques se lancent dans ce type d'activité. Si elles en détiennent elles-mêmes, c'est quelle est la variabilité du cours de ces stablecoins, enfin pas des stablecoins, pardon, du cours des cryptoactifs. On voit très bien le yo-yo fait par le principal de ces actifs crypto. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Pour nous, c'est juste quelque chose, c'est nouveau, mais ça ne révolutionne pas le fait que nous, on continue de contrôler les risques là où ils sont. Si les risques évoluent, on suit les risques. C'est tout simple. C'est là aussi le gros avantage d'ailleurs du cerveau humain, c'est qu'il s'adapte plus vite que l'intelligence artificielle, puisque celle-ci, en fait, répète une expérience passée. Le cerveau humain, lui, il est capable de s'adapter tout de suite à une expérience qui n'est pas encore très longue, mais dont on voit qu'il est en train d'émerger. Aujourd'hui, donc, tu as évoqué, notamment sur la partie blockchain, c'était des nouveaux systèmes informatiques. Est-ce que c'est perçu comme quelque chose qui va permettre de mieux sécuriser, donc de limiter les risques? On parle des sujets de traçabilité, ce genre de choses. Ou c'est peut-être les deux, c'est un nouveau risque en tant que tel, parce que c'est une nouvelle technologie, parce que c'est de l'évolution et c'est pas 100% maîtrisé. C'est les deux, effectivement. C'est comme l'informatique. L'informatique, ça paraissait merveilleux, etc. Puis on a vu les premiers bugs, et puis on a vu que quand les programmes n'étaient pas mis à jour, parce que les développeurs qui avaient fait ça dans les premiers temps n'avaient pas bien documenté leur programme. Puis il y avait des trucs qu'on avait gérés sur... on avait le fameux bug de l'an 2000. Alors, si tu étais né quand même. Mais jamais arrivé. Non, oui, parce qu'il y a eu énormément d'investissements en amont pour refaire tous les programmes. Parce qu'on n'avait pas pensé qu'à un moment ou à un autre, quand on créait ça dans les années 60, 70, etc., c'est ce sujet-là. Donc, c'est une formidable opportunité pour moderniser, pour rendre plus efficace, pour aller plus vite, pour sécuriser. Mais c'est aussi une formidable opportunité pour faire des âneries. Donc, c'est les deux. Et on n'a pas encore évoqué le risque cyber. Alors, c'est lié à ce qu'on vient de dire. Moi, j'ai été un peu marqué. Alors, ils sont très forts en annonce. Anthropic avec Claude, ils sont très forts en marketing. Alors après, je vais pas donner un jugement, mais voilà, c'est un état de fait. En tout état de cause, ça avance très vite et ils ont annoncé il y a peu, et même j'ai vu que OpenAI a fait la même annonce, des choses autour de la détection du risque cyber, ce genre de choses, et que c'était tellement bien que c'est pas relisé parce que on pourrait découvrir des failles de cybersécurité chez des grands établissements. Je parle pas que des banques, là, en l'occurrence des entreprises de manière très très générale. Est-ce que c'est quand il y a ce genre de news qui arrive, est-ce que tout de suite là, il y a des équipes de la Banque centrale européenne qui commencent à regarder? Comment ça se passe? Alors oui, c'est à la fois une annonce un peu effectivement qui a secoué un peu tout le monde. Tout le monde savait qu'un jour ou l'autre, on aurait les modèles LLM qui seraient capables d'aller plus loin que simplement coder.
Donc elles sont capables dorénavant de relire les programmes anciens et d'y trouver les erreurs, les imperfections, les failles éventuelles. Ce qui à la fois est très bien pour l'efficacité, mais à la fois, bien évidemment, permet à des acteurs malveillants de se dire j'ai trouvé la faille. Parce que l'IA est aussi utilisée par les fraudeurs. C'est pour ça qu'on voit une explosion des fraudes dans tous les sens en ce moment. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'Anthropic, sous pression d'ailleurs sans doute un peu aussi du Trésor américain, a fait un premier release partiel auprès d'un certain nombre d'acteurs, notamment les grands acteurs de l'informatique, mais aussi un certain nombre de très grandes banques pour qu'elles puissent voir un peu. La BCE, effectivement, s'y intéresse par définition, mais ça ne sera pas le seul qui saura faire ça. Donc le problème, nous, aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de choses, si je puis dire. On sait déjà qu'il y a un certain nombre de faiblesses donc, que les banques doivent corriger. Donc on leur demande d'accélérer sur les plans de correction. Elles vont avoir accès, à un moment ou à un autre, à des programmes plus élaborés comme celui de Claude ou autres pour continuer à corriger. Donc c'est là-dessus qu'on va continuer à surveiller. C'est-à-dire que dorénavant, ce que l'on comprend, c'est que la vitesse de détection et de correction s'accélère. C'est ça aussi la grande nouveauté de l'intelligence artificielle, c'est que la vitesse de détection et de correction va devoir s'accélérer. Parce que là, sinon, le temps devient une faiblesse aussi. Très bien, je te propose qu'on passe à la section vrai-faux. Donc, je vais te donner des assertions et puis tu vas me dire si d'après toi, c'est vrai ou c'est faux. Alors, j'étais sympa, il n'y a pas de piège. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, allons-y. Alors, la première question, puis on va compter sur ton expérience pendant la crise de 2008. Est-ce que les banques européennes aujourd'hui sont beaucoup plus solides qu'à la veille de la crise ? Tu as évoqué ce qu'il y avait dans les journaux, justement. Totalement vrai. Non, ça, c'est sans commune mesure. Même il y a des tas de chiffres qui pourraient le prouver, mais c'est sans commune mesure. La Banque centrale, est-ce qu'elle voit d'un bon œil un mouvement de consolidation bancaire qui est engagé depuis plusieurs mois ? Oui, à condition que ça se passe dans des conditions de sécurité satisfaisantes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une fusion, c'est pas pour le principe de la fusion. Il s'agit que la fusion permette d'avoir un établissement qui soit aussi solide que les deux qui fusionnaient avant, voire même plus solide. C'est pas n'importe quel prix, la fusion. C'est pas la fusion pour la fusion. Les cryptoactifs, on en a un petit peu parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut représenter un risque systémique aujourd'hui en Europe ? Non. Pas, même au niveau mondial, c'est un risque. Il n'est pas encore systémique. Est-ce que les banques européennes... Là, je m'avance. Je pourrais être démenti, ça se trouve, dans 6 mois. Mais... On retournera un podcast comme ça. Est-ce que les banques européennes sont trop régulées ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est souvent une critique qu'on entend de l'industrie bancaire, notamment depuis la réélection de Donald Trump, qui a porté cette idée de dérégulation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on contraint trop les banques ? Non. Alors, je pourrais développer le régulateur pendant des heures. Pas dire non, mais... Non, mais je suis pas régulateur. Attention, on insiste beaucoup. Superviseur. Nous, les règles, c'est pas nous qui les faisons. Encore une fois, il y a un législateur, mais on pourrait superviser. Mais non, elles sont pas surrégulées. Si elles le sont, c'est parce qu'on a très bien compris qu'elles sont au cœur de l'économie. C'est parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette confiance du déposant, quelle que soit sa taille, il doit pouvoir se dire que demain, il a accès à l'argent qu'il a déposé, qu'il peut réaliser des achats, etc. C'est ça qui est vital pour l'économie. Depuis 200 ans que nos économies sont fondées sur le crédit et le monde bancaire, si ce système s'arrête, l'économie s'arrête. Très bien. Est-ce qu'un risque systémique pourrait survenir hors système bancaire ? Parce qu'on a parlé de la crise de 2008 où c'est venu avec les agences de notation, vraiment du système bancaire, d'une forme de dérive du système bancaire. Aujourd'hui, il peut y avoir une critique en disant que le système bancaire est très régulé, mais il y a des choses qui se passent à côté. Donc, est-ce que c'est tellement gros aujourd'hui, on parle notamment de dette privée, que potentiellement une crise pourrait venir d'ici ? C'est un sujet d'inquiétude, en tout état de cause. C'est un sujet d'inquiétude parce que c'est un marché qui n'est pas surveillé, la dette privée. Donc, on n'a pas tout à fait les chiffres. En plus, on ne connaît pas sa taille exacte. Il y a des estimations, mais c'est pas aussi simple que ça. Et puis, donc oui, il y a toujours la possibilité que des crises économiques systémiques naissent en dehors du secteur bancaire, mais viennent percuter le secteur bancaire parce que le secteur bancaire est lié à tout le monde. Directement. Le secteur bancaire, encore une fois, je le répète, est au cœur de l'économie. Donc, il est lié à tous les acteurs économiques. Donc, si des acteurs économiques entrent en crise, ils sont forcément clients à un moment ou à un autre du secteur bancaire, même si c'est pas le secteur bancaire qui a accordé les crédits en question. Il y a peut-être des gens qui auront peut-être emprunté pour investir dans la dette privée. Il y a des tas de choses comme ça. Donc, il y a des liens, forcément. Le secteur bancaire a un lien avec toute activité économique, quelle qu'elle soit. Une autre question, est-ce qu'une banque peut refuser une mission sur place de la BCE ? Non. Intéressant, si j'avais eu l'idée. Est-ce que l'IA va profondément transformer la supervision bancaire ou est-ce que c'est un effet de mode comme les NFT ?
Non, l'IA, pour moi, elle a une capacité de transformation, mais attention, l'outil, c'est pas l'outil qui est important dans l'innovation, j'ai toujours mal compris. L'innovation, c'est l'usage que l'on fait de l'outil. Avec l'électricité, c'était quelque chose qui a mis très longtemps à s'imposer parce qu'il fallait avoir l'usage. C'est le cas d'usage qui est important. L'innovation, elle se fonde non pas sur l'IA, elle se fonde, maintenant que cette étape-là est faite, elle va se fonder sur la capacité des acteurs à intégrer dans leur propre process de production, et un superviseur produit ici quelque chose, il produit du contrôle, cet outil pour être plus efficace, pour faire mieux. Et c'est vrai de toute production, qu'elle soit de services ou de biens, c'est la capacité à se dire comment je vais pouvoir intégrer ceci dans mes process pour être encore plus efficace par rapport à ce que je dois délivrer. Très bien, un dernier thème que je voulais évoquer avant qu'on passe aux questions traditionnelles de fin de podcast, c'est d'essayer de dresser un panorama de système bancaire européen. Alors, j'ai bien compris qu'un représentant de la BCE ne donnera pas une position sur tel ou tel acteur. Là, c'est vraiment l'idée de donner quelque chose de global. Ma question, c'est de se dire, aujourd'hui, voilà, il y a des banques en France ou des banques européennes qui fonctionnent bien. On a vu des résultats records, par exemple, ces dernières années en Italie, en Espagne, en France aussi actuellement. À côté de ça, il y a un fort développement d'acteurs concurrents, notamment des acteurs digitaux. Alors, je peux citer, j'en citais plusieurs, comme ça je ne vais pas prendre parti comme Revolut ou N26, mais en tout cas des acteurs qui ont un modèle différent et qui ne sont pas des banques dans leur ADN, et d'ailleurs qui ne sont pas tous des établissements de crédit, qui sont en train de faire des demandes. En l'occurrence, Revolut a des agréments en Europe et vient d'avoir au UK une licence complète. Donc, quelle est la perception de la BCE de tout ça? Parce qu'à la fois, tu l'as dit, le système bancaire est beaucoup plus solide. Les banques aujourd'hui n'ont jamais été aussi fortes, grandes. Mais en parallèle, la concurrence, notamment digitale, n'a jamais été aussi forte. Et on voit que c'est en train de croître très fortement. Alors, oui, en clair, ces établissements, beaucoup sont nés d'abord sous un statut qui est surveillé lui aussi, mais par les autorités nationales. Donc la CPR faisait ça, par exemple, qui sont établissements de paiement. Oui, ils ne sont pas tous mis en établissement de crédit. Ces gens-là ne faisaient pas de crédit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait tout un écosystème qui s'est construit avec des applications qui, à partir de l'établissement de paiement, proposaient par exemple la banque des adolescents en promettant aux parents que le compte serait jamais découvert. Oui, parce que l'établissement de paiement ne peut pas faire de découvert. Mais c'était très bien parce que ça permettait aussi de relancer un peu de concurrence sur une partie de la chaîne de valeur du secteur bancaire, c'était les paiements. Ça a forcé les banques à innover, à faire plein de choses. Voilà, donc ça a relancé la concurrence sur cette cette partie de la valeur ajoutée qui est le paiement. Et puis aujourd'hui, on voit effectivement un certain nombre de ces acteurs vouloir aller plus loin que le simple paiement et se transformer en banque de plein exercice. Donc tu as cité un des acteurs qui est en train de demander un agrément de banque de plein exercice. Il l'a obtenu d'ailleurs dans un autre pays européen, mais non membre de l'Union européenne. Il veut l'obtenir aussi au sein de l'Union européenne. Oui, eh bien, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'héritage, si je puis dire, de réseau, d'informatique ancienne. Voilà, ils n'ont pas de réseau, même de couches informatiques successives, superposées venant de leur histoire antérieure, puisqu'ils partent de zéro. Ils sont partis de zéro avec des techniques informatiques plus modernes. Donc, ils ont la capacité d'être plus efficaces. Mais néanmoins, se transformer en banque, c'est pas simple parce que se lancer dans le crédit, c'est aussi un savoir. Et puis c'est aussi comprendre que le crédit, il a un cycle. Il n'y a pas qu'il y a des moments où le cycle se retourne, je disais par exemple si le chômage augmente, on a forcément plus de pertes, etc. Ou s'il y a une crise économique avec plus de faillites, et ainsi de suite. Donc ces acteurs devront aussi démontrer qu'ils ont la capacité d'aller au-delà du cycle. Et pas seulement rentrer sur un point haut du cycle en pensant mais c'est merveilleux, tout va bien, c'est Noël tous les jours. Il y a des moments, ça sera un peu moins Noël, ça sera un peu plus au tison, quoi. Il faudra aller se frotter à des sujets plus douloureux. Donc c'est cette capacité-là qu'on va tester quand on accorde un agrément, parce que c'est aussi la BCE qui accorde des agréments de banque, c'est de dire est-ce que vous avez bien pensé à votre modèle d'activité, est-ce que vous avez bien compris qu'il va falloir que vous soyez dorénavant au travers du cycle et que vous allez avoir d'autres sujets que ceux que vous aviez aujourd'hui à gérer les paiements pour vos clients. Mais ils ont la capacité, effectivement, de bousculer une partie du modèle traditionnel, mais une partie. Est-ce que ça va fragiliser alors les acteurs traditionnels ou ça va juste amener des nouveaux acteurs, créer des nouveaux usages et finalement tout le monde sera mieux? En tout cas, ça montre que les applications bancaires dédiées ou de paiement dédiés ont bousculé un peu les acteurs traditionnels, donc ont montré que l'attente d'une partie des clients était là. Je dis d'une partie parce que il y a toujours un truc qu'il ne faut pas oublier, la population européenne vieillit.
Hein, c'est un truc démographique, ça j'y tiens. Je vais pas faire un peu de pub pour moi, mais j'ai fait un blog là-dessus sur la démographie, parce que c'est un impensé pour l'instant, la démographie. Quels vont être les impacts de la démographie sur l'activité économique et sur l'activité des banques? On verra. Mais donc elle vieillit, donc il y aura toujours des gens qui auront besoin à un moment ou à un autre d'un accompagnement ou autre. Mais donc ça pousse à ça. Moi je regarde par exemple une grande banque américaine pour sortir de l'Europe, JP Morgan, en français, donc la prononciation française, a annoncé qu'elle allait investir beaucoup dans l'IA et en même temps qu'elle allait investir aussi dans son réseau d'agences physiques. Donc elle ne l'oppose pas, parce qu'elle sait très bien que les clients, à un moment ou à un autre, ont des besoins différents et le même client. En plus, on sait aujourd'hui que la plupart des personnes sont multibancarisées. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité aussi de mettre en concurrence leurs établissements. D'ailleurs, c'est ce qui explique d'ailleurs que chaque banque annonce chaque année qu'elle a plus de clients, alors même que le nombre de citoyens n'augmente plus beaucoup. C'est vrai, ça. Et qu'il n'y en a aucune qui en perd. C'est qu'en fait, c'est juste la multibancarisation qui augmente et qu'on a tous... Moi, j'en ai 3, hein, donc sans révéler un gros secret. J'en ai même plus. Parce que t'es jeune. Mais si tu veux, c'est un peu ça. Donc, et donc, les clients ont aussi la capacité de faire jouer cette concurrence. Ils en jouent très bien. Une autre question sur un autre registre, là je reviens sur les enseignements des crises. On a parlé de la crise de 2008 tout à l'heure. Plus récemment, en 2023, il y a eu des faillites de banques américaines. Il y a eu aussi le cas Crédit Suisse. J'imagine que bien sûr ça a été des choses qui ont été regardées par la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées, même si le contexte est différent, peut-être le contexte suisse est plus proche du nôtre. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées, des changements qui ont été opérés suite à ces événements-là? Oui, d'ailleurs, c'est ce qui a montré deux choses. Les faillites de banques régionales aux États-Unis ont montré, parce qu'elles avaient une réglementation différente des autres, plus les alléger, et ont montré que ça pouvait être un problème. Et que dès que les clients comprennent qu'une fait faillite et parce qu'elle a une réglementation plus allégée, il y a un run. C'est-à-dire toutes les banques régionales américaines se trouvaient fragilisées. Il a fallu que le gouvernement américain intervienne et promettre de sauver pour calmer la panique. Ça, c'est le premier point. Donc, ce qui montre qu'en fait, différencier la réglementation par taille de banque n'est pas toujours optimal, parce que quand les clients s'en rendent compte et qu'il y a un problème quelque part, la réaction, encore une fois, c'est run. Prends l'argent et tire-toi. Le deuxième point, Crédit Suisse, est aussi intéressant parce que c'est une très grande banque mondiale qui était supervisée comme banque systémique à l'échelon mondial, qui accumulait les difficultés depuis plusieurs années. Il y a un rapport du Parlement suisse, il n'y a rien de secret là-dedans. Je l'ai lu, c'est assez intéressant, puisqu'il est en français et en allemand, qui explique un certain nombre de choses. Et ces difficultés n'ont pas été solutionnées suffisamment à temps par le Crédit Suisse, qui a amené le marché globalement, et notamment les très gros investisseurs, les très gros prêteurs au niveau international, à retirer progressivement leur confiance. Et puis la crise de confiance s'installe. Et il a fallu un mécanisme de résolution organisé par l'État suisse avec l'autre grande banque suisse qui était UBS pour sauver Crédit Suisse. Qui montre aussi que les mécanismes de résolution sont absolument vitaux si on veut pouvoir résoudre rapidement sans ajouter la crise à la crise. Et donc, ils ont effectivement effacé une partie des créances détenues par des investisseurs particuliers qui avaient investi dans des titres qui peuvent se transformer en équivalent titre de capital. Ils les ont effacés en grande partie en disant vous avez perdu, je suis désolé, mais on les transforme en capital et on absorbe les pertes avec ça. Donc, ils ont eu cette capacité de réagir très vite pour justement stabiliser la finance suisse, mais au-delà de la finance suisse, la finance mondiale, puisque Crédit Suisse était un établissement systémique d'importance mondiale reconnu par une instance qui s'appelle le Conseil de stabilité financière, FSB en anglais, qui est à Bâle d'ailleurs en Suisse, auprès de la Banque des règlements internationaux, et qui justement, cette coordination internationale et cette capacité qu'ont les grandes juridictions internationales de coopérer ensemble et d'avoir des règles quasi identique est vraiment vital pour la stabilité globale du système, parce que le système, il n'est pas que national, je le disais tout à l'heure, il faut qu'il soit européen, mais même au-delà de l'Europe, il faut aussi qu'on ait un minimum d'harmonisation et de coordination avec les autres grandes juridictions que sont les États-Unis, le Canada, le Japon, une grande partie de l'Asie aujourd'hui, etc., et ainsi de suite. C'est important, ça. Très bien, on passe tout de suite aux 3 dernières questions traditionnelles d'Inside Banking, le podcast. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre que tu as lu, qui t'a marqué? Alors, ça peut être un livre sur la finance ou une lecture plus personnelle. Quelque chose que tu recommanderais si ton meilleur ami était avec nous aujourd'hui. Tu lui dirais, il faut lire ce livre. Je suis un peu gêné avec cette question, Richard. J'ai réfléchi parce que je suis un énorme lecteur. Je lis 2 à 3 livres par mois. Tu peux me donner plusieurs références, si tu veux. Je lis 2 à 3 livres par mois. Tu veux, je peux te donner les derniers livres que j'ai lus. J'en ai, tu vas voir, c'est parfois un peu aride. Il y en a un qui a porté sur la banqueroute des banques florentines au XIVe siècle.
C'est fascinant. C'est précis comme sujet. Oui, c'est fascinant parce que ça montre que, en fait, ça crée les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ensuite une récession, parce que c'est pas les mêmes types de banques qu'aujourd'hui, c'est très différent, etc. Il y a quand même beaucoup de crédits, il y a un peu de dépôts, mais c'est pas sous la même forme. Et dès que la confiance s'arrête, ça précipite les faillites. C'est des marchands banquiers, en fait, ils sont à la fois marchands et banquiers, c'est un peu compliqué. Néanmoins, c'est quand même un peu une fonction bancaire. Et dans la foulée, ce qui se passe, c'est une récession. Parce que la confiance se rétrécit, plus personne ne veut investir. Donc, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, au XIVe siècle, à Florence, on commence déjà à inventer des règles. Qu'est-ce qu'il faut pour établir la confiance? Et on crée une caisse publique pour indemniser les gens de manière à ce qu'ils reprennent confiance dans le secteur. L'autre, c'est un livre que je lis parce qu'on parle beaucoup, tu as fait allusion, des modifications que pourrait apporter l'administration américaine actuelle sur la super-réglementation bancaire et surtout à sa supervision, encore plus qu'à la réglementation, puisqu'il couple assez sévèrement les effectifs. C'est un livre d'historien américain sur l'histoire de la supervision bancaire américaine. Jusqu'à peu près à la moitié du XXe siècle, un peu au-delà, et montrer comment elle s'est construite et pourquoi. Et c'est assez fascinant parce qu'on retrouve des débats que les États-Unis reposent aujourd'hui, ce débat permanent entre public et privé, jusqu'où va l'intervention publique, comment on garantit un minimum d'intervention privée libre et en même temps une intervention publique parce que c'est un bien public, la monnaie et le crédit, comment on balance les deux. Donc il y a toujours sans arrêt, on voit que les historiens analysent ça sur le long terme, ce balance permanente est assez intéressante. Et puis si je pouvais en citer un troisième, toujours dans le secteur de supervision, parce que je ne vais pas donner mes romans, mais il y a un historien français qui s'appelle Alexis Drac, moi j'aime beaucoup Alexis, qui a fait un très bon livre sur des gens qui sont, s'ils veulent s'intéresser aux accords internationaux, les fameux accords de Bâle. Alexis a eu accès à des archives à la Banque de France, à la Banque fédérale américaine à Washington, mais aussi à la Réserve fédérale de New York, ainsi qu'à la BRI à Bâle, montrant la genèse entre 74 et 88 du premier accord de Bâle. 14 ans pour arriver à un accord, et pourquoi il a fallu 14 ans, et d'où venaient les différents acteurs qui négociaient à l'époque, qui étaient essentiellement, on va dire, l'équivalent des pays du G7 d'aujourd'hui. Comment ça s'est fait, et si les gens veulent comprendre comment se fonde un accord international en matière de réglementation bancaire, le livre d'Alexis, qui est très bien écrit, c'est issu d'une thèse, mais qui a été redrafté pour en faire un livre, est très très bien. Très bien, je mettrai les références exactes en description. La deuxième question, si tu avais un pouvoir magique et que tu pouvais revenir en arrière de 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Sois plus intelligent avec les gens avec qui tu bosses. J'ai le caractère un peu vif et il y a des choses, il y a des fois, aujourd'hui je me dis, c'est pas forcément la peine d'être aussi vif. Il y a des moments où il faut souffler. Très bien. Troisième question, est-ce que tu peux me recommander un expert de la finance que je pourrais inviter dans le podcast? Si tu peux me mettre en relation, idéalement, c'est encore mieux. Donc, tu peux la jouer maison avec quelqu'un de la Banque Centrale Européenne ou élargir. Alors, si tu peux me citer une femme, c'est très bien, parce que on en parlait en off en début du podcast, enfin avant le podcast, je n'ai pas assez de diversité dans c'est ce que j'avais vu, parce que je connaissais pas ton podcast. C'est pas faute d'essayer, c'est pas faute d'essayer. Mais moi, j'ai un bouquet de femmes, si je puis dire, à t'offrir, mais dans le secteur public, parce que je vais pas te recommander d'acteurs du secteur privé, c'est pas mon rôle. Il y a des gens très bien, c'est pas le sujet, mais je ne veux pas donner la priorité à l'un par rapport à l'autre. Il y a un sujet parce que tu es intéressé par tout ce que le monde du crypto actif, de l'investissement dans le crypto, il y a une femme qui est très bien, qui est la présidente de l'autorité des marchés financiers, Marianne Barbalayani. Moi, je suis Marianne, je la connais depuis pas mal d'années. Et c'est la présidente de l'AMF en France. En plus, Marianne plaide beaucoup pour une supervision européenne d'un certain nombre d'acteurs, dont les acteurs du crypto. C'est un sujet qui est actuellement débattu au niveau européen. Faut-il transférer à une autorité européenne la supervision d'un certain nombre d'acteurs dans les marchés, notamment ceux des cryptos? Et donc, Marianne Barbalayani est très bien. Avec plaisir pour l'inviter. Voilà, je donnerai ses coordonnées mail, et puis il y a la secrétariat, elle verra si elle veut ou pas, si elle a le temps aussi. Et puis je pourrais te recommander 3 dames de la Banque de France qui ont un lien avec le secteur bancaire au quotidien. Il y a Assiba Kahabesh, qui est la médiatrice nationale du crédit. La Banque de France tient ce rôle de médiation nationale du crédit entre les entreprises et les banques quand jamais ça accroche, notamment plutôt pour les PME. On l'a beaucoup vu pendant la crise Covid, notamment, mais à d'autres moments. Voilà, donc Assiba peut t'expliquer ce que c'est que la médiation nationale
du crédit, qui est une autre facette, qui est cette fois-ci le face-à-face entre banque et client, et avec un médiateur lorsque ça coince un peu sur la partie crédit. Il y a quelqu'un d'autre aussi, c'est Marguerite Collignan, qui est la directrice de l'éducation financière, puisque la Banque de France est opérateur national en éducation financière. Alors, on est très heureux qu'il y ait d'autres initiatives d'ailleurs que l'initiative publique en matière d'éducation financière, donc ton podcast est génial pour ça. Mais elle peut t'expliquer comment la Banque de France essaye d'animer tout un environnement d'éducation financière auprès des lycées, etc. Je crois que c'est intéressant parce que ce qui manque beaucoup dans beaucoup de pays, et la BCE aussi essaye de s'y intéresser, c'est l'éducation financière. Bien sûr. Moi, j'ai d'ailleurs participé avec la présidente de la fédération bancaire, la fédération. Avec Maya Attig. Exactement. Voilà. À une initiative de ce type-là. Donc, c'est effectivement des sujets qui m'intéressent. Tu verras, Marguerite, elle anime l'initiative BDF, etc. Tu verras ce qu'elle fait, comment on développe. La présidente BCE, Christine Lagarde, est aussi très engagée, notamment auprès de l'éducation financière des femmes. Parce qu'on se rend compte que dans les couples, très souvent, encore trop souvent, hélas, les questions financières sont, pour de très mauvaises raisons, le domaine réservé des hommes, ce qui n'est pas du tout sain. Et puis une troisième femme, alors dans un genre encore pareil, dans la relation cette fois-ci entre les banques et le particulier, mais c'est là le mauvais aspect des choses, c'est Hélène Tanguy, qui est la directrice des particuliers à la Banque de France, et elle anime le réseau national des commissions de surendettement. Donc c'est l'autre aspect, quand ça se passe mal pour le client et qu'il est surendetté. Très donc, bien. Normalement, tu as 4 femmes. Merci beaucoup pour ces recommandations. Les 4 m'intéressent, donc on en rediscutera. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, un message que tu voudrais faire passer ? Alors, dans le portefeuille qui est publié, parce que la BCE nous a alloué des portefeuilles d'intervention spécifiques, mais j'interviens sur tout sujet supervision. Il y en a un, effectivement, qu'on n'a pas trop évoqué, mais la chaire m'a demandé aussi d'animer un peu comme ça, et en tout cas d'être sponsor d'initiatives sur diversité et inclusion. Je voudrais insister parce qu'on voit aujourd'hui que c'est très contesté. Je comprends même pas pourquoi c'est contesté, parce que tout simplement, avoir l'ensemble des gens, quelles que soient leurs caractéristiques, dans le monde du travail, ça me semble essentiel, hein, surtout à une époque où encore une fois, on va venir à un mode démographique en diminution, mais que ce soit le handicap au travail, et je rappelle que le handicap, c'est 80% n'est pas visible, hein, que ce soit l'équilibre des genres, et il y a encore trop d'endroits où effectivement on estime qu'on peut pas on peut pas promouvoir une femme parce qu'elle aura des maternités ou que sais-je. Or, une maternité, c'est pas un handicap dans la vie, hein. Les gens reviennent au travail et puis on en a besoin, hein, d'enfants. Donc voilà. On en parlait en off. Voilà, je je voulais pas dévoiler ta vie. Je l'ai mis sur LinkedIn, donc je peux le dire. Je viens d'être papa. Tu es jeune père, donc ta femme, elle va travailler à la fin de son congé maternité. Donc, en reprise anticipée, en plus. Voilà, en plus. Donc, et elle voudra une carrière, ce qui est normal. Et puis, le troisièmement, c'est le monde LGBT au sens large du terme. Moi-même, j'ai une vie d'homme gay depuis pas mal d'années, en fait, depuis plus de 40 ans, et que ça a toujours été très clair pour mon employeur, d'ailleurs la Banque de France. De toute façon, cacher ne sert à rien parce que les gens tentent d'en profiter quand on cache. Et il faut que de jeunes lesbiennes, de jeunes gays ou de jeunes gens trans, ou moins jeunes d'ailleurs, accessoirement, se sentent en sécurité dans leur environnement de travail. Tout simplement parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de leur cerveau, on a besoin de leur capacité à faire, à penser, à produire, quel que soit le métier dans lequel ils sont. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je comprends même pas pourquoi on peut dire que c'est critiquable. On a besoin de tout le monde au travail et que tout le monde soit le plus efficace possible. C'est même si on est juste cynique, c'est juste une question d'efficacité, simplement des salariés au travail. Très bien. Écoute, le message est passé. Merci beaucoup, Patrick.